Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo rappel pour vous expliquer comment s'est développé le cerveau humain et qu'est-ce qui a fait que le cerveau humain a pris cette ampleur. Donc beaucoup de chercheurs sont encore en train de chercher et d'émettre des hypothèses, comme quoi ça serait l'utilisation d'une nourriture plus riche, plus protéinée, avec plus d'acides gras essentiels trouvés dans les produits animaux, donc les produits de la chasse ou de la recherche de viande, de protéines animales, que ce soit par la chasse ou par le chapardage de proie, ou le charognage. Mais, à vrai dire, si c'était réellement ça, on dit les tigres et les lions seraient déjà dans l'espace et enverraient des sondes sur des comètes. Donc ce n'est pas réellement, bien que ça joue un rôle, l'utilisation d'une nourriture plus riche en acides aminés et en acides gras essentiels que l'on trouve dans les animaux. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus l'utilisation des outils. Alors tout ça participe, mais il y a des animaux qui déjà utilisent des outils ou qui mangent de la viande, il y en a plein. Il y a aussi plein d'animaux qui utilisent des outils, comme certains oiseaux. On a vu récemment une très bonne vidéo qui passe sur Facebook où l'on voit un oiseau qui prend un morceau de pain et qui le met dans l'eau pour attirer des poissons. À chaque fois qu'un poisson prend le morceau de pain, il essaie de d'attraper le poisson avec. Jusqu'au moment où un poisson pas assez rapide se fait choper avec le morceau de pain. Donc c'est une espèce de pêche à l'appât. On voit aussi des singes, comme les chimpanzés, qui utilisent des bouts de bois, des pailles, qu'ils vont mettre dans les trous des termitières pour aller chercher les termites et les manger. Donc c'est déjà un outil. Donc il y a le fait de penser le futur et de travailler des outils pour pouvoir les utiliser, puisque ces pailles vont être prises dans la taille exacte pour pouvoir rentrer dans le trou des fourmilières. Mais il y a encore mieux, les chimpanzés utilisent aussi des bouts de bois qu'ils taillent, c'est des bouts de bois qu'ils coupent, qu'ils ébarbent, pour pouvoir le rentrer dans les trous des arbres et aller chercher les petits galagos, aller chercher des petits mammifères arboricoles pour les manger. Alors c'est principalement des femelles qui font ça, mais on voit qu'il y a une démarche de construction, de réalisation d'outils. Alors c'est vrai que ça demande un cerveau bien développé, et que l'utilisation d'outils doit stimuler et sélectionner effectivement les individus les plus aptes à en fabriquer. Mais on ne voit pas ce développement phénoménal chez les chimpanzés, qui est l'équivalent du cerveau humain. Et comment le cerveau humain s'est-il développé? Pour quelles raisons a-t-il pris cette ampleur? Qu'est-ce qui fait que le cerveau humain a grossi d'une façon, on va dire, rythmique? À chaque fois, il y a eu des progressions. Il y a toujours eu un développement du cerveau humain. Maintenant, il a tendance à régresser un peu en volume, ce qui ne veut pas dire qu'il perd de sa matière grise, qu'il perd du nombre des neurones, mais on va dire qu'en général, les cerveaux, étant donné que les hommes, par exemple, de Cro-Magnon avaient une grande stature, étaient des carnivores, ils étaient plus massifs que, globalement, je parle, les hommes actuels, donc ils avaient des cerveaux qui étaient peut-être un peu plus gros, puisqu'ils étaient eux-mêmes un peu plus gros, mais ça joue sur une petite échelle. Mais le vrai développement du cerveau humain, le vrai développement en volume, est dû à une cause très simple, une cause fondamentale, que vous allez comprendre. Alors, les chercheurs ne comprennent pas que, par exemple, ce n'est pas le cerveau, par exemple, qui va générer un langage complexe, mais c'est plutôt le langage complexe qui va générer un cerveau qui va se complexifier. Alors, c'est tout simple. Dans cette phrase, je vous ai expliqué, vous allez commencer à comprendre ce qui a donné la taille du cerveau, ce qui a fait que le cerveau humain a grossi d'une façon fabuleuse, pour que nous devenions cet individu extrêmement complexe, avec une intelligence sociale supérieure, puisque nous partageons les tâches entre hommes, chacun ayant sa
spécificité, sa spécialisation, hein, et ainsi nous pouvons vivre dans des relations complexes sociales, chacun ayant une tâche, mais l'ensemble de ces tâches réunies forment l'humanité qui est capable de conquérir toute la Terre et tous les milieux, car nous sommes un organisme uni avec chaque individu ayant une tâche qui lui est impartie. Vous voyez la différence tout le temps que je parle de l'ours. L'ours est un animal qui n'est pas social et qui, avec son petit cerveau, accomplit toutes les tâches pour sa survie, alors que l'homme, lui, fait une tâche particulière qui est bonne au groupe, mais le reste du groupe va faire des tâches lui permettant de vivre. Donc un homme va aller primitivement à la chasse, l'autre va faire les outils de chasse, un autre va faire les habits de chasse, un autre va s'occuper de porter et d'élever les enfants, ce sera une femme par exemple, hein. Un autre va s'occuper de la cuisine, un autre va s'occuper de la surveillance du camp, hein, ou du feu, ou de plein de choses différentes, et cet ensemble de spécificités va permettre justement d'avoir un organisme extrêmement complexe qu'on appelle le groupe, qu'on appelle l'humanité à la fin, et qui a permis à l'homme, comme dit, de conquérir la planète. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu avoir ces relations sociales si complexes? Qu'est-ce qui a fait que notre cerveau a pu se développer d'une façon fabuleuse pour justement pouvoir réaliser ces relations sociales très complexes qui, je le rappelle, demandent à nos petits d'avoir une croissance lente, deux, de prendre toute l'énergie qu'ils peuvent pendant leur développement intra-utérin, donc toute l'énergie pour développer ce cerveau. N'oubliez pas que si le petit humain naît encore inachevé au niveau du corps, c'est parce que dans le ventre de la maman, toute l'énergie pour le développement est passée en grande partie dans le développement du cerveau et non dans le développement du corps, le cerveau qui consomme énormément d'énergie. Et c'est ensuite après qu'il y aura l'éducation. Ça va être un petit qui va être complètement dépendant de ses deux parents pendant quelques années, car il ne pourra pas être autonome dans le groupe, pas autonome dans la nature. Donc il va être obligé d'être éduqué par les parents, et là, son éducation va être mise en marche pour pouvoir générer en lui des connexions neuronales qui vont le rendre utile au groupe. Donc on va lui formater son petit cerveau qui est énorme à sa naissance, qui a pris toute l'énergie de sa construction. C'est pour ça qu'il ne peut pas marcher, qu'il est un estomac et un cerveau, mais un cerveau vierge qui est prêt à recevoir l'éducation, donc sa confrontation au monde et l'éducation donnée par les parents, et ensuite l'éducation donnée par le groupe, la confrontation au monde, la confrontation aux autres hommes et la confrontation à l'humanité. Tout ça, il va faire une grosse mémoire qui va lui permettre de vivre des interactions sociales extrêmement complexes, permettant à cet individu de s'insérer dans l'humanité et d'y apporter, s'il peut, sa touche personnelle et l'aide au groupe pour que le groupe puisse l'aider dans une interaction. Donc, comment ce cerveau s'est développé? Tout simplement avec l'apparition d'outils linguistiques. Alors effectivement, l'apparition d'outils, on l'a vu chez les singes, ne génère pas forcément un gros cerveau. Il y a un gros cerveau qui est déjà là, mais on voit que c'est pas ça qui donne cette explosion de taille du cerveau. La taille du cerveau humain est liée au langage et aux outils linguistiques qui sont découverts par hasard par les humains au cours de leur évolution. Il n'y a pas, comme je dis, le cerveau qui se développe et qui génère un langage complexe. Il y a l'apparition d'outils linguistiques nouveaux qui permettent au cerveau de se développer et d'être utile avec un gros volume et une grosse mémoire. Alors tout simplement pourquoi? Parce que un gros cerveau avec une grosse mémoire ne sert absolument à rien s'il n'y a pas un langage complexe permettant d'accéder rapidement et d'utiliser rapidement cette mémoire. Une mémoire très importante ne servira à rien à un animal
s'il n'a pas le langage. Pourquoi? Tout simplement parce que la mémoire, qui est composée d'un ensemble énorme de neurones, dans lequel vont se fixer les actions, les souvenirs ayant permis à l'individu de survivre, donc les souvenirs essentiels à sa survie, et qu'il pourra réutiliser après, cette mémoire ne pourra pas être utilisable si, elle n'a pas de notion de temps permettant d'accéder facilement au passé ou au futur, au passé pour pouvoir se souvenir des actions qui l'ont fait survivre pour s'adapter à l'instant présent, et au futur pour pouvoir justement envisager des actions futures. Donc, pour qu'il y ait un développement en volume du cerveau, il faut tout simplement qu'il y ait l'acquisition d'outils linguistiques. La première acquisition d'outils linguistiques qu'on peut voir arriver chez l'homme, la plus importante, ce sont les notions de temps dans le langage qui nous isolent une bonne fois pour toutes du reste de la création ou du reste du règne animal selon nos croyances religieuses. Pourquoi? Parce que le fait d'être bipède en savane, donc en sortie de forêt, il y a eu régression des forêts, il y a eu assèchement, donc les singes que nous étions, singes bipèdes de forêt, quadrupèdes à tendance bipède, se sont retrouvés en savane bipède, et là, la bipédie leur a apporté un avantage fabuleux, celui de pouvoir, voir loin d'accord, mais surtout de pouvoir libérer les bras de la locomotion et utiliser ces bras comme des indicateurs spatiaux. Donc on avançait, on regardait, puis on montrait où on allait et on montrait d'où on venait. En montrant d'où on allait et en montrant d'où on venait, on indiquait tout simplement la flèche du temps. Je viens, je vais. Il suffisait pour nos ancêtres de rajouter un son sur la gestuelle, je viens, ou la gestuelle je vais, pour avoir des notions de temps dans le langage. Donc on montre d'où on vient, on met un son dessus, ha-ha, on montre d'où on va, on met un son dessus, hou-hou, on enlève les gestes, et ainsi nos ancêtres se retrouvent avec des notions de temps dans le langage, leur permettant de s'extraire dans la communication avec leurs proches, de s'extraire de l'ici et maintenant pour pouvoir se projeter spirituellement dans le passé et dans le futur par le Verbe. L'homme est à l'image de Dieu, capable de se projeter dans le passé et dans le futur, omniprésent donc et omnipotent par l'esprit, puisqu'il est capable de se projeter spirituellement dans tout lieu, mais aussi dans tout temps, grâce au Verbe, et ceci en parlant. Donc, le fait d'avoir des notions de temps dans le langage permet aux hommes de pouvoir communiquer des actions passées, de pouvoir expliquer ce qu'ils ont fait, et de pouvoir ensuite communiquer à plusieurs en expliquant ce qu'ils feront. Donc, ça va entraîner un changement radical avec la capacité de facilement avoir accès aux souvenirs par un son indiquant le passé qui va vous ouvrir une porte spatio-temporelle vous permettant de retourner dans le passé, ou une porte spatio-temporelle vous permettant de vous ouvrir sur des futurs divers, sur un champ de possibilités futures que vous pourrez exprimer à vos proches. Donc pour exprimer tout ça, il faut de la mémoire, il faut stocker de la mémoire. Et là, ça devient utile d'avoir une grosse mémoire. Donc les notions de temps entraînent directement la possibilité de stocker une mémoire, donc des informations, pour pouvoir accéder par la notion de temps au passé, et ensuite refaire ces connexions synaptiques correspondant à des actions passées pour enregistrer justement des actions qui ont été salvatrices, que ce soit par la fuite ou par la réussite de quête calorique ou de quête sexuelle. Donc on fixe ça,
et on peut ensuite discuter de ce qu'on va faire pour arranger notre vie et partir à la conquête de l'énergie, tout simplement pour pouvoir survivre et transmettre la vie. Donc, à partir du moment où on a des notions de temps dans le langage, la mémoire devient plus importante, devient plus fondamentale, puisque à ce moment-là, elle devient utile grâce à ces deux portes qui permettent de rentrer dans le passé pour refaire des connexions synaptiques et les consolider, donc consolider les souvenirs ou avoir accès à des avenirs possibles, hein, par la discussion ou par la pensée verbale. On pense dans sa tête en parlant. Mais là-dessus, il y a un autre outil linguistique qui rentre en compte et qui est formidable, c'est les mots. Les mots, c'est la compression de données, de concepts, hein, en sons. C'est-à-dire qu'au lieu de penser les choses avec tout son cerveau, avec tout son petit système sensoriel, neuronal correspondant au système sensoriel, donc le goût, l'odorat, la vue, l'odeur, le toucher, la pression, toutes les ondes, hein. Donc vous allez penser ces choses-là, mais en les comprimant en données sonores, en sons qui correspondront justement à toutes ces données sensorielles qui prendraient trop de mémoire si elles étaient utilisées dans la communication rapide et dans l'adaptation à un stress ou un changement de milieu rapide, hein. Il faut bien savoir que pour un animal qui n'a pas de langage complexe, penser, si vous voulez, ralentit sérieusement pendant l'action, ralentit sérieusement l'action, hein. Si vous avez un lion qui arrive tout de suite, il vaut mieux marcher en réflexe conditionné, hein, ou en acquis génétique, c'est-à-dire réflexe conditionné. Vous avez une fois fui un lion en faisant tel geste, hein, en sautant à droite et en courant. Sous stress, ça s'est imprimé dans votre mémoire, et la prochaine fois que le lion arrive, vous referez cette action qui vous a été salvatrice, hein, et vous la ferez d'une façon automatique sans avoir à y penser. De la même façon que les actions salvatrices de nos ancêtres sont stockées dans notre mémoire génétique, et nous avons donc des réflexes conditionnés génétiques, hein, génétiquement inscrits en nous, des réflexes acquis génétiquement en nous, mais nous avons aussi, par l'expérience de nos ancêtres, mais aussi des réflexes acquis par le conditionnement de l'action, hein. Nous avons été sauvés par tel geste, nous l'imprimons sous l'effet des petites molécules accompagnant le stress, hein, qui nous permettent à ce moment-là, ou la joie intense, tout ça, qui nous permettent de réitérer ces actions plus rapidement en cas où nous nous retrouvons dans la même situation. Alors ça s'appelle réflexe conditionné et acquis génétique, ce sont les deux façons principales pour les animaux de fonctionner, puisque penser en moment de stress est beaucoup trop lent si on pense avec toutes les sensations, hein. Les animaux pensent bien sûr, mais pensent plus lentement que les hommes, car ils n'ont pas cet outil fabuleux qu'on appelle les outils linguistiques, les notions de temps dans le langage, mais aussi la compression de données sensorielles en son, hein, pour comprimer. C'est une espèce de mémoire vive des ordinateurs que nous avons, les hommes, ce qui nous permet de penser plus vite, hein. Comme je le dis tout le temps, quand nous pensons à maman, hein, nous ne pensons pas maman avec toute son odeur, toute sa forme, tout son toucher. Non, nous avons vaguement l'image de maman qui apparaît, mais nous savons que le concept de maman est une pré-mémoire qui contient elle-même un ensemble de données que nous n'allons pas tout de suite utiliser quand nous voulons penser rapidement. Ce qui nous permet d'avoir des communications extrêmement rapides, car par les mots, nous avons comprimé des données sensorielles en une seule chose, en un son, plutôt que de les ressentir dans tout notre corps, dans tout notre cerveau, hein, par l'intermédiaire des zones correspondant aux sensations, hein. Nous sommes en communication avec le monde par nos organes des sens, et tout ça imprime notre mémoire. Mais oui, donc uniquement en son, nous avons une espèce de codage sonore de notre relation au monde, qui est une compression qui permet d'être beaucoup plus rapidement utilisable que penser avec tous nos organes des sens, tout simplement. Donc à partir du moment où il y a une notion de temps dans le langage, nous donnant la possibilité de
d'activer notre mémoire et donc la consolider et de parler du futur, donc d'aller dans les futurs possibles, et avec ces notions de temps accompagnées de ces compressions de données en son, nous pouvons penser beaucoup plus rapidement et nous penser dans le futur ou le passé, et à ce moment-là, envisager le futur en nous souvenant du passé, et quand nous avons une action à réaliser, nous sommes surpris, nous pouvons, d'une façon relativement rapide, penser cette action et imaginer les solutions possibles beaucoup plus rapidement qu'un animal qui ne peut, lui, que penser en réflexe conditionné. Donc, vous voyez, en groupe, ça nous permet d'organiser des actions. Tout seul aussi, nous pourrons les organiser beaucoup plus facilement par le langage. Mais, en plus, ça nous permet d'ouvrir, en cas de confrontation au monde où nous devons agir rapidement, d'ouvrir par la réflexion et l'analyse une pensée beaucoup plus rapide, qui nous permet d'agir relativement rapidement en vérifiant l'état de possibilité qu'on peut avoir grâce aux notions de temps et grâce aux compressions de données dans le langage. Et c'est ces notions de temps et de compression de données qui sont les mots dans le langage, que l'homme va en ce moment-là enclencher une sélection des mutations entraînant des proliférations neuronales dans le cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet outil linguistique rentre par le hasard de la découverte humaine, d'un son, tiens, on peut l'utiliser, c'est pas parce qu'il y avait peut-être un cerveau un peu plus gros, mais c'est pas ça qui fondamentalement a fait grossir le cerveau. Le cerveau est un organe très malléable, mais le fait de trouver par hasard ces outils linguistiques favorise les individus ayant plus de cellules, une prolifération neuronale due à des mutations dans certains endroits du cerveau correspondant à la mémoire ou aux zones associatives. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où l'homme découvre des outils linguistiques, comme il aurait pu découvrir une pierre, il coupe, elle est tranchante. La parole est un outil, comme la pierre est un outil. C'est un outil que l'homme découvre par les heureux hasards de sa confrontation au monde, comme le verbe ou comme les notions de temps. À partir du moment où il découvre ça, il s'enclenche directement la sélection des individus ayant la possibilité d'utiliser plus facilement ces outils, donc ayant le plus de cellules à certains endroits. Donc il va y avoir sélection des individus ayant le plus de cellules à certains endroits dû à des gènes activant la prolifération neuronale à certains endroits du cerveau. Donc on a à ce moment-là découverte des notions de temps, augmentation du volume du cerveau par sélection, découverte des compressions de données en mots, on passe de concepts sensoriels transformés en concepts sonores, en mots, à ce moment-là, encore sélection des individus ayant la capacité d'avoir plus de neurones à un endroit, donc sélection des mutations entraînant une prolifération neuronale. Donc encore une explosion dans le développement du cerveau, alors ça se passe sur plusieurs générations bien sûr. Ensuite, plus il y a de complexification du langage avec utilisation du verbe, parce qu'on peut, au début, les notions de temps sont très très rudimentaires, c'est futur, passé, c'est demain, miam miam, ou demain ou futur, miam miam, ou passé, lion, c'est pour expliquer, il y avait lion passé, c'est très rudimentaire au début chez nos ancêtres, et progressivement, ça se complexifie avec des notions de temps beaucoup plus fines, avec un langage beaucoup plus complexe, avec des notions, avec des mots beaucoup plus techniques, le cerveau augmente, avec une linguistique beaucoup plus affinée, avec le verbe, la grammaire, les adjectifs, tout ce que vous voulez, qui apparaissent progressivement dans le langage, et plus le langage se perfectionne, plus le cerveau grossit pour pouvoir justement utiliser ce langage qui correspond au maniement de toutes ces sensations du monde pour recréer le monde par le verbe. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. L'homme est à l'image de Dieu, c'est symbolique, mais c'est réel. C'est dans les textes religieux, mais c'est aussi dans l'évolution. Donc ce qui fait l'homme, ce qui fait une explosion de la taille du cerveau, ce n'est pas les outils, ça y participe, mais un peu,
ce n'est pas la viande, c'est tout simplement la complexification du langage. La complexification du langage entraînant la sélection de mutations activant des proliférations neuronales dans certaines zones du cerveau pouvant être utilisées avec ce langage et facilitant l'utilisation de ce langage. Donc l'homme est un animal social qui se socialise par le langage et par le verbe. C'est le verbe qui permet aux hommes d'avoir ces notions, cette organisation extrêmement complexe. Elle est codée grâce à une compression de données sensorielles uniquement en données sonores, tout simplement. Donc, il ne l'avait pas trouvé, je l'ai trouvé. Ce que je dis toujours et ce qui me fait rire, c'est que je suis un bon dessinateur, mais je suis un bon chercheur, mais où j'excelle, c'est en linguistique. Bien que je parle peu de langues, je ne parle que le hongrois, le français, je lis l'anglais, c'est très limité, mais je comprends l'évolution du langage, car je suis aussi anatomiste, et je sais que tout ça ne fait qu'un, et tout ça est lié, le langage est lié à la bipédie, est lié à la gestuelle, notion de temps, et ensuite s'enclenche cette explosion du cerveau humain due à cette explosion justement de la technicité et de la complexification du langage. Voilà, c'est des petites vidéos pour vous montrer que ce n'est pas des mutations génétiques qui entraînent l'apparition d'un langage complexe, c'est le langage complexe qui sélectionne des mutations génétiques permettant l'augmentation du cerveau pour pouvoir utiliser au mieux cet outil linguistique qui est le langage et qui nous a permis de maîtriser le monde. Voilà, petite vidéo de 27 minutes, en espérant que je n'ai rien oublié. Non, je ne pense pas. Je vais parler d'un autre animal à la fin. Justement, il y a un autre animal sur Terre qui a des notions de temps dans le langage, c'est l'éléphant. Pourquoi? Parce que l'éléphant a aussi un outil pour indiquer le temps, pour indiquer où il va et d'où il vient, c'est la trompe. Et l'éléphant a une mémoire fabuleuse, pas parce qu'il fabrique des outils, il ne fabrique aucun outil, mais parce que l'éléphant, par sa grande trompe, peut gérer des espaces géants, des espaces caloriques, en indiquant, avec une vieille femelle, où il va aller, où il allait. Il a des notions de temps dans le langage données par les balancements de sa trompe, peut-être associés à des sons, je ne sais pas, mais en tout cas, la mémoire fabuleuse de l'éléphant est due aux notions de temps que l'éléphant a dans le langage, comme l'homme, ce qui est l'exception du règne animal jusqu'à présent. Seuls 2 animaux sur Terre ont des notions de temps dans le langage, l'homme et l'éléphant. L'un fabrique aussi des outils, c'est nous, mais l'éléphant a ces notions de temps grâce à sa trompe lui permettant d'avoir une mémoire énorme qu'il doit avoir. Pourquoi? Parce que au niveau calorique, l'éléphant est un énorme consommateur d'énergie. Donc il bouffe des arbres entiers, il bouffe des régions entières, donc il doit gérer un territoire énorme sur lequel il se déplace sur plusieurs années avec une mémorisation et une transmission générationnelle des zones à utiliser en fonction justement de leur reverdissement et de leur croissance, parce qu'elles auront été détruites et ils attendent que ça repousse. Donc l'éléphant, par sa trompe, indique le temps et a ainsi des notions de temps, une mémoire fabuleuse parce qu'il peut se remémorer des actions passées, des actions futures, dans le but surtout de gérer un territoire calorique et de ne pas retourner tout de suite sur une zone où il aura déjà tout bouffé. Donc il se souvient des endroits où il est allé et où il retournera quand cela aura poussé. Il y a une espèce de notion un peu bio, un peu, comment dire, une notion New Age, on va dire, de l'espace et de la gestion de l'espace calorique. Il gère cet espace calorique grâce à ces notions de temps qui lui ont permis d'avoir une sacrée mémoire qu'il a acquis
hein, grâce à sa trompe, hein, qui indique le temps, qui indique le lieu, un peu comme l'évolution de l'homme, mais lui, pour gérer un espace calorique, hein, ses relations sociales sont moins perfectionnées que les hommes, puisqu'il n'y a pas de séparation des tâches dans la création d'outils pour maîtriser un milieu. Il ne gère qu'un milieu végétal, mais comme il le détruit, hein, sur un endroit, il est obligé de se souvenir de ce vaste territoire pour y retourner sur plusieurs années. Hein. C'est pour ça qu'ils se souviennent de tout, et même du cornac qui a foutu un coup quand il était petit, et quand il retrouve ce cornac 10 ans après, il l'écrase contre un mur. C'est classique, on dit avoir une mémoire d'éléphant, mais c'est aussi pour ça que les éléphants ont cette angoisse de la mort. Hein. Pourquoi? Parce qu'on touche à l'homme. Avoir des notions de temps dans le langage vous propulse dans le futur et vous propulse aussi dans la mort et dans l'anéantissement du moi. Donc ça vous fait quitter cet ici et maintenant paradisiaque dans lequel nous ne sommes pas dans l'angoisse du futur qui sera peut-être la récompense calorique, mais à plus ou moins long terme, la fin et la mort, donc l'anéantissement de l'être. Voilà, mais ça c'est le sujet de d'autres vidéos que j'ai faites. C'est pour ça que les éléphants ont cette conscience de la mort. Le cimetière des éléphants, ce n'est pas une blague, ils vont mourir souvent au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont une fin, alors que la plupart des animaux perçoivent la peur, perçoivent la mort, mais ne la conçoivent pas dans le temps réellement. Hein, ils conçoivent le danger, ils le fuient, mais ils n'ont pas cette conscience de la mort comme peut avoir l'éléphant ou comme peut avoir l'homme. Et il faut savoir qu'au niveau religieux, hein, on va dire au niveau spirituel, l'homme a commencé à avoir des notions spirituelles, des notions de l'anéantissement du moi, donc de la mort, à partir du moment où il a eu des notions de temps dans le langage, car le fait d'avoir ces notions de temps dans le langage vous enlève justement, on va dire, le fait de ne pas ressentir la mort, l'innocence, hein, l'innocence, et vous êtes projeté dans ce que vous serez, donc dans l'anéantissement. Donc c'est les notions de temps qui font quitter l'homme du paradis qu'est le monde. Il ne fait plus qu'un avec le monde, puisqu'il n'est plus ici et maintenant, il est projeté dans le futur, projeté dans le passé, mais aussi capable de se projeter dans l'angoisse de la mort. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur l'homme. Donc voilà, Frédéric Delavier a encore expliqué pourquoi le cerveau humain a grossi, tout simplement parce qu'il s'est adapté aux outils linguistiques qu'il a découvert, que l'homme a découvert par les fruits du hasard de sa confrontation au monde. 33 minutes de savoir, 33 minutes de philosophie, un peu de théologie. J'espère que vous aurez compris qui nous sommes par cette petite vidéo intéressante sur l'évolution humaine. Tout le temps à la pointe de la recherche, tout le temps à la pointe des recherches et des trouvailles scientifiques. Je ne fais pas que rechercher, je trouve aussi, car c'est une vision globale tout en étant un spécialiste. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.